Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence sur le thème de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, nous allons tenter pendant une cinquantaine de minutes, en fonction du nombre de questions que vous aurez, nous allons tenter de répondre à toutes les interrogations, toutes les problématiques même qu'on est en droit de se poser quand on réfléchit, comme vous j'espère, à se lancer dans un projet entrepreneurial. L'objectif de ce moment, c'était vraiment de vous donner les clés pour vous accompagner dans votre réflexion, essayer de répondre aux plus grandes interrogations que vous posez, mais également de vous laisser la parole. Alors, tout au long de cette webconférence, dans ce moment, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat, n'hésitez pas à intervenir si certains sujets demandent des clarifications ou si vous souhaitez apporter votre expérience sur des points spécifiques. Je m'appelle Mathieu Catry, je suis le directeur de topformation.fr, qui est un site internet dédié à la formation professionnelle. Nous référençons un très grand nombre de formations, mais nous sommes également une bibliothèque de contenu où vous allez pouvoir retrouver beaucoup d'informations sur l'actualité de la formation, sur les financements disponibles et de nombreux conseils pratiques pour vous aider à construire votre projet professionnel. L'intégralité de cette présentation est téléchargeable dans votre espace Webikeo. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaiterez. Pour venir pour cette journée avec moi, j'ai 4 personnes qui nous accompagnent et qui vont m'aider à répondre à toutes ces questions. D'abord, Madame Émilie Attard de la communauté des entrepreneurs, bonjour. Bonjour. Fadila Ottoman de Anaka Consulting. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Monsieur Christophe Ménani de la Fabrique à clients. Bonjour. Et enfin, Monsieur Bernard Martinez de Ziportage. Bonjour à tout le monde. Alors, bonjour à tous les 4. L'agenda de cette webconférence, alors on va d'abord parler un petit peu de l'entrepreneuriat en France, des grands chiffres, pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat attire autant de personnes, mais également quels sont les risques qu'on va retrouver autour de l'entrepreneuriat. Et ensuite, on débriefera un petit peu sur le mindset, ce à quoi il faut se préparer quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial, quelles sont les choses auxquelles il faut avoir pensé. C'est un gros défi, donc il y a des choses vraiment auxquelles il faut réfléchir. Qui dit entrepreneuriat dit client, chiffre d'affaires, comment trouver ses clients. On verra qu'il y a des outils, il y a des méthodes pour y arriver. L'entrepreneuriat, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Donc, on parlera également d'un point de vue juridique, en fonction des objectifs qu'on se fixe, en fonction de ses envies également. Il y a différentes possibilités. Et puis enfin, on terminera par le business plan, qui regroupe vraiment tout votre projet. Et on verra donc son importance, pourquoi le rédiger, pourquoi bien le rédiger et à qui il doit s'adresser. Et puis enfin, comme je dis tout à l'heure, on terminera par une partie sur questions-réponses en fonction de ce que vous allez avoir comme envie de creuser un petit peu comme sujet. Voilà. Alors, pour cette première partie, donc l'entrepreneuriat en France, on va parler de l'attirance et des risques. Quelques statistiques, 46% des demandeurs d'emploi aujourd'hui souhaitent créer leur entreprise, donc c'est un chiffre assez important, et on voit qu'il y a 550 000 entreprises chaque année qui se créent en France. On doit mettre ce chiffre un petit peu en corrélation avec cette troisième statistique, 50% de ces entreprises ne fêtent pas leur 5e anniversaire, et on va même jusqu'à 80% pour les startups. C'est donc qu'il y a un énorme risque dans l'entrepreneuriat, mais ça attire beaucoup de personnes aussi parce que 54% d'entre elles, comme on le voit dans le slide d'après, déclarent mieux gagner leur vie après, une fois qu'elles se sont lancées dans l'entrepreneuriat. 68% déclarent même avoir un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et 97% ne voudraient pas revenir en arrière. Donc, l'intérêt est réel, le gain également, mais il y a un vrai risque, comme on le disait tout à l'heure en introduction. Il ne faut pas se tromper dans son projet, il faut bien le construire, ne pas aller trop vite et savoir comment régler l'ensemble des paramètres d'un projet entrepreneurial. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, peut-être vous faites partie de ces Français qui ont 3 motivations principales pour devenir entrepreneur. Devenir son propre patron, on vient de le dire, poursuivre sa passion ou tout simplement prendre l'occasion qui se présente de vendre un produit ou de vendre un service sur son marché. Alors, quelles que soient ces raisons, le mindset que l'on va voir tout de suite avec Fadila Ottoman de chez Anaka Consulting est très important.
On s'est amusé un petit peu à regarder sur Wikipédia quelle était la définition de l'entrepreneuriat. Il est assez simple à comprendre et je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. L'entrepreneuriat, ça recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance d'une entreprise. Jusque-là, pas de surprise. Ce qui va être plus intéressant, c'est de parler de la personnalité de l'entrepreneuriat. Et alors, quand on a préparé cette webconférence ensemble, Fadila, vous étiez très intéressante sur ce sujet parce que c'est vraiment votre cœur de métier de faire en sorte que la personnalité de l'entrepreneur convienne, entre guillemets, à son projet professionnel. Oui, tout à fait, Mathieu. Mathieu, merci pour votre introduction. Merci pour ton introduction sur l'entrepreneuriat. Donc, effectivement, je vais reprendre le relais. J'avais proposé finalement ce mot-clé qui, pour moi, a créé de la résonance, puisque c'est un mot que j'emploie beaucoup dans le cadre de mes interventions en entreprise auprès des dirigeants et aussi, quel que soit finalement le projet de la personne. Juste une petite parenthèse, mon nom et prénom, c'est Fadila Othman. Donc, moi, je suis dirigeante et je représente le cabinet de formation professionnelle Anaka Consulting. Donc, on est basé dans l'Est de la France, très exactement à Strasbourg. Donc, c'est un organisme de formation qui a toutes les certifications. Et donc, on travaille sur tout ce qui est mobilité, reconversion avec le bilan de compétences, création d'entreprise et également sur tout ce qui est prestations de formation et ce, au niveau national. Alors, aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Donc ça, c'est la petite parenthèse sur la partie Anaka Consulting. Alors effectivement, là, je reprends juste le relais. La thématique du mindset des entrepreneurs, pour moi, c'est un sujet qui me parle. Mais tout d'abord, alors je ne sais pas pour ceux et celles qui... je voulais quand même vous éclaircir le mot, la définition du mindset pour ceux et celles qui ne connaissent pas vraiment ce mot. Il faut savoir que le mindset est un mot qui est anglophone et qui veut tout simplement dire que il s'agit de l'état d'esprit de la personne. C'est la configuration de l'esprit. Alors, quel est le lien justement par rapport à cette conférence de l'entrepreneuriat, le lien de l'état d'esprit, le lien du mindset par rapport à l'entrepreneuriat? Alors, il faut savoir que le fait d'avoir une entreprise, de créer une entreprise, c'est de disposer de compétences administratives, juridiques, financières, commerciales, digitales. Mes collaborateurs suivants reprendront le relais sur ces domaines leur domaine de prédilection. Mais c'est surtout, on part d'un point de départ et le point de départ, c'est l'état d'esprit. C'est tout ce qui est attitude, posture, attitude comportementale. C'est toute la partie météo intérieure de chacune des personnes. Et donc, effectivement, le mindset, c'est une des résultants pour finalement aborder la création de son entreprise de manière armée. Voilà. Donc, il y a tout un travail à faire sur soi-même avant finalement d'aplanir la situation et d'œuvrer dans la réussite de son entreprise. Du coup, pour former vraiment, ou c'est quelque chose qui est un peu inné, ou c'est quelque chose sur lequel on peut travailler pour quand on a une idée et qu'on n'est pas forcément dans un mindset d'entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler et qu'on peut cultiver un petit peu pour mettre toutes les chances de son côté? Alors oui, bien sûr, ça se travaille. Le mindset, ça se forge, ça se cultive. C'est comme demain, une personne veut faire un marathon, il va s'entraîner. Mais au-delà de s'entraîner, il va peut-être au départ s'inscrire, se lancer un challenge. Et puis dans un deuxième temps, il va faire peut-être s'équiper avec le bon matériel. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être faire attention à ce qu'il va manger. Et puis, commencer à sortir sur des petites sorties 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine. Et puis, il va arriver à concrétiser 5 km 10 pour arriver à la fin et faire certainement le marathon de Paris, de New York ou que sais-je. Mais effectivement, c'est exactement comme ça que va se forger le mindset. C'est de l'entraînement, mais il faut savoir aussi que le mindset, c'est aussi un état d'esprit naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait d'avoir un état d'esprit, j'ai envie de dire, de conquérant, où on a confiance en soi, on a confiance en son projet, eh bien, on va acquérir d'autres compétences, mais c'est des choses qu'on porte déjà.
Hein. Je sais que, par exemple, dans l'éducation, il y a de fortes personnalités à l'école, hein, dans nos écoles, dans nos lycées, etc., ne serait-ce à la maternelle, où effectivement, il y a déjà des attitudes de leader, de mindset positif pour pouvoir entreprendre les années suivantes. Alors, moi, je voulais juste vous expliquer le mindset par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense qu'effectivement, pour forger le mindset, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est vraiment en quoi consiste l'entrepreneuriat. Et pour moi, ce qui était important, c'est de pouvoir vous partager aussi la définition de l'entrepreneuriat. Alors, je vais quand même vous la lire, c'est juste deux phrases, hein, je vais être très brève. L'entrepreneuriat, finalement, ça recouvre les activités qui concourent à la formation, à la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de valeur. Autrement dit, le fait d'entreprendre, on va créer de la richesse et forcément de l'emploi. Alors l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de créer une activité économique dans le but d'atteindre un objectif et bien évidemment de répondre aux besoins. Et tout ça ne peut pas se faire sans mindset. Puisque, comme dit en préambule, l'état d'esprit va vraiment faire la différence. Surtout, on verra par la suite, hein, au niveau des cycles de vie des entreprises, que le mindset va faire la différence, surtout dans les phases de difficulté. C'est là où je voulais en venir avec vous sur le cycle de vie des structures dont on a parlé ensemble, hein, entre la première année, cette phase d'amorce, jusqu'à la consolidation de la cinquième année. Quels sont les conseils que vous donneriez à un entrepreneur? Et les deux questions qu'on s'était posées ensemble, c'est comment passer les 5 ans? Pourquoi ces entreprises réussissent? Qu'est-ce que vous observez chez les entrepreneurs qui réussissent? Alors, outre le succès de leur service ou de leur production, mais vraiment au niveau de la mentalité et de toujours aller de l'avant et ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez observé comme clé, je dirais? Alors, oui, tout à fait, Mathieu. On en avait parlé également. Je pense effectivement, pour être dans de bonnes dispositions pour réussir la création de son entreprise, il me semble intéressant quand même d'aborder le sujet du cycle de vie des entreprises en France, parce que avant de se mettre en tension dans la création de son entreprise, il faut comprendre aussi tous les rouages, ce par quoi on va passer finalement d'année en année, et surtout quelles vont être les compétences clés pour réussir, pour être armé, pour conquérir ce marché au-delà de ce mindset. Alors, je ne sais pas si Nicolas peut... Voilà, merci, pardon, pour qu'on puisse illustrer... super, merci Nicolas. Oui. Alors du coup, au niveau de ce cycle de vie des entreprises en France, en fait, on peut constater qu'il y a 4 phases. La première phase, donc c'est la phase d'amorce, hein, c'est la phase où finalement on a aplani la situation, créé son entreprise. Et donc, on arrive sur la deuxième phase. Donc là, on est plutôt à J+2 ans, où là, on entre dans le processus de création, de lancement, hein, de production du bien, du service de l'entreprise. Et là, si vous voulez, on est quand même sur une phase qui est stratégique, puisque c'est une phase, si vous voulez, où il y a une réelle incertitude au-delà des 2 ans. C'est-à-dire que soit l'entreprise, finalement, elle passe le cap des 3 ans et elle réussit encore à passer le cap des 5 ans. D'accord, donc elle arrive à tenir sur de la durabilité, sur de la continuité, et de la viabilité. Donc il y a du succès, elle arrive à passer au-delà des 3 ans, mais c'est souvent sur les 2 ans, la deuxième phase qu'on constate qu'en France, hein, bien évidemment, eh bien, les entreprises peuvent mettre la clé sous la porte, malheureusement peuvent péricliter. Voilà. Et du coup, quel est le lien par rapport au mindset? Le mindset, c'est tout ce qui est état d'esprit. Donc, ça, forcément, l'état d'esprit va jouer, va être une des composantes qui va jouer sur la réussite de son entreprise. Mais ce qui va être aussi important, c'est aussi de pouvoir aller chercher d'autres compétences, puisque aujourd'hui, être entrepreneur, surtout en 2022, c'est d'avoir finalement une pluridisciplinarité
pluridisciplinarité de compétences clés. Alors, soit on les a en tant que dirigeant, en termes d'état d'esprit, ou soit, et finalement, on a cette capacité de s'entourer des bonnes personnes et de savoir repérer les bons profils, hein, savoir les intégrer, les recruter, les valoriser et finalement continuer l'avancement de son entreprise. Alors, je vais juste revenir par rapport au cycle de vie pour ne pas perdre mon fil rouge. On va le voir sur le fil d'après, justement, sur quel point vous pouvez accompagner, et vous accompagnez déjà aujourd'hui les entrepreneurs sur les bilans de compétences, évidemment, et comme vous le disiez à l'instant, sur l'acquisition de nouvelles compétences un peu plus transversales, appelées plus communément soft skills. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à NACA, nous, on travaille vraiment sur des projets de manière sur mesure. Il n'y a aucun projet qui se ressemble. On travaille sur finalement des gros points de questionnement, on met en place des cahiers des charges et après on va réfléchir ensemble, toujours par rapport aux cahiers des charges, par rapport aux besoins, par rapport aux attentes, par rapport aussi au niveau de chacune des personnes ou par rapport au niveau des salariés qu'on peut retrouver en entreprise ou par rapport, par exemple, on fait de l'accompagnement de dirigeants, on fait du bilan de compétences au niveau France sur de la création d'entreprise. Alors ça, le bilan de compétences, on est en préambule, hein. On est vraiment avant la phase d'amorce en fait de création. Hein. Et d'ailleurs, j'encourage tous les entrepreneurs, ça c'est hyper important. J'encourage tous les entrepreneurs de France et de Navarre de mettre en place un bilan de compétences avant de créer leur entreprise. Et je vais vous l'expliquer pourquoi. Le fait de créer, de mettre en place un bilan de compétences. Au-delà de la viabilité du projet au niveau juridique, au niveau finance, au niveau administratif, il faut faire le point sur ces soft skills, donc toutes les compétences liées, toutes ces compétences liées à son savoir-être, toutes les compétences qui vont être liées par rapport à ses motivations, par rapport à ses aptitudes comportementales, par rapport à ses atouts, ses grands plus, son mode de management. Vous voyez ce que je veux dire, sa relation avec les clients, sa communication. Et c'est vrai que le fait de mettre en place un bilan de compétences va permettre de prendre un cliché, un IRM, un scanner de la personnalité, d'accord, du dirigeant, et de pouvoir avoir des points de réponse sur finalement tous les gros plus, mais aussi malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire, tous les gros moins. Parce que comme tout le monde, on a tous des axes d'amélioration, ce sur quoi on doit travailler. Et pour le coup, c'est ces fameux moins sur lesquels il faut continuer à œuvrer pour passer le cap justement des 3 ans avec la phase ascension et des 5 ans, puisque effectivement, comme vous savez, en France, on a tendance à dire il faut au moins 5 ans pour passer le cap et pour réussir son entreprise. Et donc, c'est vrai que le bilan de compétences en préambule, ça peut être une solution. Je vous interromps, c'est un sujet passionnant, merci beaucoup. On va avancer un petit peu sur l'agenda. On y reviendra évidemment dans la phase de questions après. Je suis sûr qu'on aura plein de questions sur ce sujet parce que c'est un point très important et ça, voilà, c'était très bien de vous entendre là-dessus. Le point suivant qu'on va aborder, il est également crucial puisque une fois qu'on a le bon état d'esprit, qu'on a défini un petit peu son projet et sa personnalité, il va falloir vendre, il va falloir trouver des clients, il va falloir développer un chiffre d'affaires. Et c'est là où on va pouvoir donner la parole à Monsieur Christophe Ménani de la Fabrique à clients. Alors le nom ne peut pas être plus clair que ça, la Fabrique à clients. Donc comprendre ses clients, leur parcours d'achat pour élaborer une Fabrique à clients. Donc c'est un vaste programme, mais dans les échanges qu'on a fait ensemble pour préparer également cette conférence, ce que vous m'avez dit, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, tout le monde peut y arriver et il y a surtout une méthodologie. Alors vous êtes en mute, Christophe. Excusez-moi, pourtant c'est moi le digital de l'équipe, hein. Pardonnez-moi. Pas de problème, ça arrive tout le temps, au moins une fois. Donc oui, je vous disais, l'origine de la Fabrique à clients, c'est une équipe de consultants. On a synthétisé ce qu'on a tous appris en faisant du développement d'activité avec les outils du web. Et on a travaillé sur une méthode qui permettait de fabriquer des clients. Et en fait, le message aux entrepreneurs dans le nom, la Fabrique à clients, c'est deux choses. D'abord, des clients, ça se fabrique.
Il n'y a pas de fatalité dans le fait de trouver des clients ou de pas trouver des clients. Ça dépend pas du sens du vent ou de la météo. Les outils du web ont plein de choses intéressantes et notamment, on sait où sont les clients, on sait combien ils sont, on sait ce dont ils ont besoin parce qu'ils l'expriment. On sait tester des choses et savoir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Donc on sait tout mesurer, on sait où sont les clients et puis maintenant on a des outils qui permettent de les convaincre et de fabriquer des clients. Donc, avant, on disait l'activité, bah, ça va, ça vient, on ne sait pas tellement comment on va développer notre chiffre d'affaires, c'est un peu la crise, on n'est pas sûr. C'est plus le cas. C'est plus le cas, on a la main maintenant dessus et on peut prendre des initiatives et on peut se dire, je vais fabriquer 10, 20, 30, 50, 100 clients ce mois-ci parce que j'en ai besoin et que je sais comment je fais. Et puis la deuxième chose qu'on dit aux entrepreneurs dans ce nom, la fabrique à clients, c'est que dans l'absolu, tu peux avoir un produit extraordinaire, un service extraordinaire, tu peux porter sur le marché quelque chose d'extraordinaire. Le plus important dans ta compétence d'entrepreneur, c'est de savoir fabriquer des clients. Parce que si tu as un produit pas top avec des clients, les clients vont t'aider à améliorer ton produit. Mais si ton produit est extraordinaire, mais que tu ne sais pas trouver ou fabriquer des clients, personne ne te le dira et ton entreprise ne pourra pas fonctionner. Donc je pense, moi, alors pour le coup, je veux bien en débattre, mais je pense, moi, que la compétence la plus importante pour un entrepreneur, c'est d'apprendre ça, utiliser les outils du web pour fabriquer, pour d'abord comprendre son marché. Et on a plein d'informations sur Internet qui permettent de comprendre le marché, comprendre de quelle manière on structure une offre pour répondre à ce que le marché attend et puis savoir de quelle manière on peut structurer une stratégie de développement et le porter sur le web et aller trouver des prospects, les convaincre de devenir des clients et donc fabriquer des clients. Et comme vous le disiez aussi dans nos échanges, le fait de développer un service ou un produit spécifique, ce sont des méthodologies aussi, des outils qui s'appliquent aussi bien au B2B qu'au Ouais, B2C, aussi bien à des services qu'à des produits. Le fait de développer une compétence ou un produit, bah, c'est un métier différent de celui de se mettre en avant, de vendre et d'aller chercher les clients là où ils sont. De leur proposer le bon produit au bon endroit en testant des choses et en apprenant en permanence de cette phase de test. oui, oui, mais globalement, créer une entreprise, c'est fabriquer une structure pour répondre à une problématique, pour aider des gens, en fait, qu'on structure une entreprise. Et une fois qu'on a compris de quoi les gens avaient besoin, qu'ils sachent l'exprimer ou pas, une fois qu'on a compris de quoi ils avaient besoin, le web est plein d'informations qui nous permettent d'abord de savoir ce qu'il faut construire comme offre pour savoir de quelle manière ça va percuter leurs besoins et ça va les intéresser. Euh, L'Internet est plein de bonnes informations sur plein d'initiatives concurrentes et tout existe sur le web. Euh, si l'idée n'a pas été développée en France, elle a été développée dans un autre pays. Tout existe. On a plein d'informations sur plein de gens et sur plein de bonnes initiatives. Et ensuite, ensuite, il faut tester, en fait. Ensuite, il faut tester. Et ce qu'on se disait notamment, c'est que avec les outils du web, alors je dis du web de manière globale, hein, le web, les réseaux sociaux, l'Internet, le digital, mettons tout ça dans la même boîte, c'est un ensemble d'outils qui permet de tester, en fait. Et la question qu'on nous pose souvent, nous, on a accompagné des centaines de créateurs d'entreprises, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que mon idée peut faire un bon business? Est-ce que ça va marcher? Et la réponse qu'on a à chaque fois, c'est ça se teste. Il faut essayer. Et la meilleure étude de marché qu'on pourra toujours faire, c'est de développer un petit site web, de lancer une petite campagne de communication sur les réseaux sociaux ou de manière un peu différente, mais on a plein de manières de le faire, et puis d'essayer. Et puis d'essayer de le vendre. Et si ça se vend, c'est que ça se vendra. Et c'est pour ça que c'est devenu à la fois hyper enthousiasmant et hyper facile maintenant de développer des activités, parce qu'on peut le tester en fait, et qu'on n'est plus dans l'évaluation. On n'est plus en train de se dire je ne sais pas si ça va se vendre, mais je vais faire un business model ou un business plan sur la base d'informations que j'imagine ou que j'envisage. Non, non, on le teste en vrai, on a des chiffres en vrai, et les gens qui développent des entreprises, en fait, sont des gens qui testent des choses et qui investissent sur les choses qui ont marché, qui est complètement différent des paris qu'on prenait avant.
Et ce que vous me disiez aussi, c'est que cette phase de test n'a pas besoin de se faire avec des budgets démentiels. Ça peut se faire dans des proportions très petites au début pour apprendre. On a suffisamment de données, de data et d'outils aujourd'hui pour se permettre de faire des campagnes avec des coûts raisonnables et d'en tirer Des conclusions. des conclusions pertinentes. Oui, c'est vrai. Et alors, en général, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plus de temps que d'argent. Fabriquer une campagne web qui permette de convaincre les premiers clients, ça prend un peu de temps, mais ça, pour le coup, quand on a une passion, qu'on a envie d'entreprendre, le temps, on l'a. Et puis, on se donnait l'exemple de campagnes qu'on a fait fonctionner ou qu'on a vu fonctionner, et à quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, mais à quelques dizaines d'euros, on peut déjà lancer une campagne et trouver des premiers clients, et avoir un avis sur de quelle manière mon entreprise va marcher ou pas. Et surtout, en fait, plus vite on fait ça, et ça rejoint la phrase du fondateur de LinkedIn, plus vite on fait ça, plus on arrête de réfléchir nous-mêmes en termes de est-ce que mon offre me plaît ou pas? Est-ce que ma boîte me plaît ou pas? Parce que une des erreurs que les entrepreneurs font souvent, c'est que eux sont pas dans leur marché en fait. L'entrepreneur qui crée une entreprise ne s'achèterait jamais un produit. Donc il n'a pas le bon avis pour savoir si le produit est bien ou pas, ou s'il est bien vendu ou pas. Et plus vite, et on fait ça toutes les semaines. Toutes les semaines, on voit des participants qui passent du temps à peaufiner leur offre, à peaufiner leur business plan, à faire un site web exactement avec la bonne couleur, la bonne forme. Et à chaque fois, on leur dit arrête d'étudier, lance, vas-y, parle aux gens en vrai. Et on a maintenant sur le web des solutions vraiment très simples qui permettent d'aller parler directement au marché et d'aller comprendre ce que le marché va aimer ou pas et d'ajuster l'entreprise en fonction de ça. Avant, une entreprise, c'est quelque chose qu'on lançait et on espérait que ça fonctionne. Aujourd'hui, une entreprise, c'est quelque chose qu'on teste et on l'ajuste tous les jours jusqu'à ce que ça fonctionne. Et ça change tout. Sûr, ouais, ouais. Est-ce que vous avez un exemple concret ou quelque chose, une histoire, un storytelling autour d'un entrepreneur que vous accompagnez peut-être même en ce moment, que vous avez poussé comme ça à lancer son produit, même s'il n'était pas complètement convaincu qu'il était prêt? C'est la fameuse, effectivement, citation du PDG de LinkedIn que vous m'avez cité quand on a préparé cet entretien. Lancer ce produit, même si on n'en est pas satisfait, parce que sinon ça sera trop tard. Est-ce que vous avez un éclairage là-dessus aussi? Oui, en fait, on en a plein, et on a souvent des gens qui se disent, mon produit, je vais le vendre à ce type de personne parce que ça va répondre à ce type de besoin-là. Et souvent, nous, on leur dit, ça, tu l'as imaginé, il faut que tu ailles le tester en vrai, parce que c'est pas certain. Et j'ai plein d'exemples de gens qui se sont dit, OK, j'essaye, je lance une campagne de communication, et qui finalement se rendent compte que la raison pour laquelle les gens achètent leurs produits, c'est pas celle qu'ils avaient imaginée. Du coup, si on se met dans la peau du client qui achète le produit, on se dit, finalement, si je comprends ce dont il a besoin en vrai, mon produit n'est pas totalement adapté à ce qu'il faudrait faire. Et on a toutes les semaines, en fait, des gens qui se rendent compte, en vrai, en commençant à vendre leurs produits, qu'en fait, ils imaginaient le marché d'une manière un peu fantasmée et qu'il faut réorienter leur entreprise. On a tous les jours des gens qui se disent, bah, finalement, mon marché, c'est pas ces gens-là, c'est d'autres. Ou finalement, mon produit, je l'ai vraiment poussé sur cette fonctionnalité-là, mais c'est pas cette fonctionnalité qui intéresse les gens, c'est les autres. Et voilà, alors, l'exemple le plus fameux, hein, qui n'est pas un client à nous, hein, pour le coup, mais vous savez peut-être, les gens de Renault, lorsqu'ils ont lancé les premières Logan Dacia, la Logan, elle était construite pour les campagnes. Et on avait conçu un produit pas cher pour les gens qui habitent dans la campagne et qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et en fait, quand ils ont lancé la campagne, ils se sont rendus compte que les gens qui achètent les Logan sont des citadins qui n'ont pas tellement de problèmes d'argent, mais qui ont revu leur lien à la propriété de la voiture. Et la Logan, elle a été revue comme ça. Elle a été revue comme ça parce que dans les premières ventes, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés de cible. Et Là, ce sont les utilisateurs qui déterminent le marché, exactement. quoi. Mais c'est ça le fond du truc, en fait. C'est que le digital permet de parler au marché très vite,
Et c'est vraiment enthousiasmant de voir les entreprises, de voir les entrepreneurs qui commencent à prendre les premiers contacts et vendre leurs premiers produits et qui font évoluer leurs produits. Et finalement, la première année, elle est globalement dédiée à ça. Elle est finalement dédiée à euh, affiner le produit, affiner l'offre, affiner le service, parce qu'avec la confrontation du terrain, on se rend compte que on peut l'améliorer vraiment. Et souvent, les premières années d'entrepreneuriat, elles sont, enfin, au moins la première année, jusqu'à ce qu'on atteigne ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire le moment où le produit résonne parfaitement avec le besoin du marché. C'est des moments dans lesquels on va tester, on va mettre en avant une première offre, et puis on va s'apercevoir qu'avec les premiers retours des clients, il faudrait la faire évoluer un petit peu. Et c'est passionnant. Techniquement, alors, pour faire un hommage avec pardon, à la personne qui parlait juste avant, le mindset des entrepreneurs que moi je vois et qui fonctionne le mieux, ce sont des gens qui sont des gens qui sont dans le test en fait, qui sont dans la dynamique de test, qui vont parler aux gens et améliorer, et qui sont dans ce processus itératif d'aller en permanence tester, parler aux gens, améliorer, retester. Et avec le web, on permet de faire ça, on peut faire ça vraiment, vraiment de manière très chouette. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions dans le chat autour de, mais je crois qu'on y a largement répondu. Quand lancer sa communication digitale? Bon, bah, le plus tôt possible. Tester, 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 et surtout bah, apprendre de ces tests. Merci beaucoup. On y reviendra également probablement, j'imagine, sur la phase de Avec plaisir. questions-réponses à la fin. Euh, je voudrais qu'on avance un petit peu sur le troisième sujet, qui est connaître son environnement. Donc avec Monsieur Martinez de Ziportage. Euh, Pareil, quand on a préparé un petit peu cette conférence, ce que vous me disiez, c'est qu'il y a beaucoup de façons d'être entrepreneur, beaucoup de façons juridiques d'être entrepreneur, et que c'était assez important en fait de bien choisir et de ne pas se tromper au départ en fonction de ses objectifs. Absolument, oui. Le statut juridique, tout entrepreneur va passer par ce choix-là. On va essayer d'en parler. Juste une petite précision, comme je vous l'avais dit, Mathieu, mon propos s'adresse plutôt à des freelances, donc plutôt à des personnes Oui, qui sont plutôt en développement d'activité, de leur propre activité en travaillant seul. oui. Effectivement, voilà, puisqu'on va parler micro-entreprise, de portage salarial, donc effectivement, c'est plutôt destiné aux freelances. Juste pour me présenter, donc nous sommes deux e-portage, une société de portage salarial depuis 15 ans en France. Peut-être certains connaissent ou ne connaissent pas, j'en parlerai en une minute. Et nous accompagnons effectivement depuis des années des freelances à se lancer. Et j'ai envie de faire une transition avec ce que je viens d'entendre avec Christophe, et je suis vraiment content d'entendre cette façon d'aborder l'entrepreneuriat sous forme de test, d'agilité. Et je rencontre les freelances qui me disent, mais attends, moi je vais faire mon site internet, et ensuite il faut que je fasse ma plaquette, et ensuite je dois trouver un graphiste, et ensuite je dois faire ci, je dois faire là. Et en fait, on crée nous on appelle le syndrome de la boîte dans la boîte. On crée quelque chose autour, alors que l'important, c'est vraiment d'aller se confronter à ses clients, voir si ce qu'on pense, effectivement, peut être un enjeu et un besoin pour le client en face. Donc, ça me paraît très important. Et j'ai envie de dire, pour le statut du freelance ou les statuts en général, pareil, on n'a pas besoin d'avoir son site internet, sa société créée pour pouvoir prospecter et commencer à aller voir à l'extérieur ou travailler sur soi-même. Finalement, le statut juridique, il va être là au moment où vous aurez besoin de faire une facturation, au moment où vous avez besoin de vous associer, si vous souhaitez vous associer avec quelqu'un, au moment où vous avez besoin d'employer quelqu'un. Et je vois par exemple certaines personnes se lancer en freelance, donc seules dans leur activité, et le premier mois, ils créent leur SASU ou ils créent leur micro-entreprise, alors qu'ils vont peut-être facturer 3, 4, 5, 6 mois après. Donc ça, effectivement, il faut le préparer, mais finalement, le statut juridique peut arriver au moment où vous aurez un client ou au moment où vous aurez peut-être une mission à facturer. La priorité. Sinon, je disais, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, je disais juste, ce n'est pas la priorité de Mais commencer par parce que tout de suite créer la statut absolument, j'ai juridique. vu des conseils de personnes qui se lancent, qui créent leur micro-entreprise tout de suite et qui finalement, quand ils se mettent à facturer, ils ont perdu 6 mois d'acre, par exemple. Donc, en termes de gestion, effectivement, il faut, bah, il y a le moment, il y a un bon moment pour pouvoir créer son statut juridique, mais c'est pas forcément tout de suite. Plus important de prospecter, de rencontrer ses clients, de savoir si ce qu'on propose a une écoute auprès de ses clients.
Euh, on va parler des différents statuts juridiques. Souvent, la question qu'on nous pose Oui. aussi, c'est euh, quel est le meilleur statut juridique? Je ne veux pas me planter, je veux le meilleur. Sauf qu'effectivement, ben, il n'y a pas de meilleur statut juridique. Il y a des statuts juridiques qui sont plus protecteurs, des statuts juridiques qui sont plus tournés vers l'indépendant, des statuts juridiques qui permettent d'avoir un accompagnement. Et c'est à vous, effectivement, en fonction de ben, de votre situation, mais quand je dis situation, c'est professionnel, mais aussi familial, patrimonial, de savoir qu'est-ce qui peut le mieux vous convenir. Et puis aussi, j'ai envie de dire aussi, Mathieu, on en avait parlé, que si on est indépendant, si on se lance, on voit aussi des personnes changer de statut juridique. Ce n'est pas immuable. On peut passer, on va le voir aussi dans le slide suivant, je vais vous parler des différents types de statuts juridiques qui existent, hein. Il n'y en a pas 36 000 en fait, hein, en France. Vous avez où on peut voir effectivement ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, vous allez créer un statut en votre nom. C'est plutôt pour de l'artisanat, c'est plutôt si vous allez travailler seul. Et dans cette entreprise individuelle, vous avez le cas, on pourrait dire la petite sœur de l'entreprise individuelle, eh bien c'est la micro-entreprise qu'on connaît tous. Cette micro-entreprise qui est très très simple à lancer, qui a effectivement une limite de chiffre d'affaires, hein, on peut y arriver très rapidement, mais qui a un statut aussi très très peu protecteur. On pourra y revenir dans le tableau suivant. L'entreprise individuelle, c'est un petit peu pareil, hein. C'est quand on lance ça en artisanat, quand on est seul. C'est vraiment une simple comptabilité de recettes, dépenses, assez simple. Ensuite, le deuxième grand groupe de sociétés, de statut juridique que vous trouvez, c'est la création d'une personne morale. Et là, on trouve les sociétés. Et les sociétés que vous connaissez, hein, pour exercer, ben, c'est la SARL ou la SAS. C'est deux grands types de sociétés. On va rentrer dans le détail si ça intéresse certains. Et quand on est seul, quand on est freelance, eh ben, on va créer les petites sœurs. La petite sœur de la SARL, ben, c'est l'URL, hein, dans l'entreprise individuelle, à responsabilité limitée. Et si on a un seul gérant, effectivement, on va créer une SASU, une société par action simplifiée, unipersonnelle, donc la petite sœur de la SAS. Créer une société, c'est un petit peu plus lourd, c'est un engagement à moyen terme aussi et long terme. Donc, moi, j'ai envie de dire prudence en fonction de où en est votre projet, est-ce que vous avez déjà un plan de facturation, un prévisionnel de facturation avant de vous lancer dans la création de société. Je vois des personnes qui veulent créer leur société, qui ne savent pas qu'il y a un coût, qui ne savent pas qu'ensuite ils vont rentrer avec des coûts obligatoires, comme par exemple devoir avoir un comptable à leur côté, et qui ne savent pas non plus que fermer une société, ben, ça a un coût. Voilà, ça, je trouve que c'est des informations qu'on devrait donner au départ. Et enfin, il existe aussi pour le fait, en troisième typologie de statut, être indépendant dans ses choix, dans ses recherches de mission, mais être salarié. C'est là où intervient le portage salarial, par exemple, qui permet à des personnes de porter leur mission, des personnes qui travaillent sur leur activité. C'est de la prestation intellectuelle. Et ce portage salarial, ce que je trouve intéressant dans ce que je croise autour de moi, ce sont des personnes qui ont le projet aussi de créer une structure, mais qui ne sont pas tout à fait sûrs du développement du marché, du développement de leur activité. Et comme disait Christophe, ben, le portage salarial, c'est une façon de tester. C'est une façon aussi de se dire, ben, tiens, je ne connais pas encore bien mon marché, je veux voir comment il va se développer, je veux voir moi quelle qualité d'entrepreneur je peux développer. Et ça peut être une transition avant de créer sa structure. Et souvent, on voit les personnes passer 1 ou 2 ans en portage salarial et ensuite créer leur société. Justement, je vous interromps. On nous pose une question dans le chat sur le changement de statut une fois que l'entreprise peut-être grossit ou change un petit peu fait un pivot au niveau commercial. Sur le changement de statut, de revenir au portage ou de quitter le portage, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est des choses qui se font dans un développement classique d'une vie d'entreprise? Alors, sur certains statuts, c'est très très simple, hein. J'ai envie de dire, quasiment presque instantané. Pour les sociétés, c'est un petit peu plus compliqué. Je prends le cas d'une micro-entreprise. Vous développez votre chiffre d'affaires, vous allez basculer en
l'entreprise individuelle, aucun souci. J'ai une personne qui m'appelle, alors peut-être pas le 28, mais le 15 septembre pour me dire, ben voilà, je vais terminer mes missions et puis j'ai décidé de me lancer maintenant, je vais créer ma SASU. Ben, à la fin du mois de septembre, il s'arrête. Donc ça, c'est très très souple. Justement, c'est un des intérêts du portage salarial avant de se lancer, avant de tester son marché, c'est que c'est très souple. Il n'y a pas d'engagement, en fait, comme par rapport à la création d'une société. Ça peut être intéressant. On connaît des personnes qui veulent rester en micro-entrepreneur parce qu'ils ne veulent pas de comptabilité, ils ne veulent pas s'embêter, qui switchent entre micro-entreprise et portage salarial tous les ans. Donc voilà, ça, c'est aussi une possibilité. Par exemple, créer sa structure, créer une SARL et ensuite vouloir la fermer, ça, c'est plus compliqué. Passer d'une SARL à une SAS, par exemple, c'est compliqué. Ça a des coûts, il faut refaire des statuts, il faut faire intervenir un comptable, des papiers, un avocat. Donc, ça c'est plus lourd. Tout ce qui est société est plus lourd. Donc, effectivement, quand on va vers une société, c'est déjà avec un chiffre d'affaires qui, pour moi, est un petit peu assuré. C'est parce qu'on va engager des personnes, c'est un autre développement. D'ailleurs, vous avez préparé un slide sur. Vous avez préparé Oui. également un slide, je crois, après, qui nous montre un petit peu un tableau Oui, tout à récapitulatif fait. On peut y aller par en fonction. sur les différents types de. Très, très bien. On peut y aller effectivement, voilà, sur essayer de vous parler des différences. Alors, c'est un petit peu dense, donc je vais faire sur 2-3 points particuliers. Oui. J'ai déjà parlé de la création. La création, effectivement, est très simple en micro, très simple en portage, très simple en EI, plus compliqué en SARL, en SAS. Ce qui va faire la différence entre tous ces statuts. D'abord, c'est votre. J'ai envie de parler aussi par rapport à votre situation, de votre besoin de protection salariale notamment. Ben, effectivement, là, on a les deux extrêmes, la micro-entreprise et le portage salarial. Et je pense qu'il ne faut pas confondre un salaire avec une rémunération de micro-entrepreneur. On a souvent les personnes font des raccourcis. Ah oui, mais je vais gagner plus avec ce statut. Oh, mais attention, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'on vous paye là? On peut vous donner 10 000 euros, mais sans aucune protection, sans chômage, sans assurance maladie, sans mutuelle, j'allais dire, sans filet de sécurité. Et est-ce que je vous donne 5 000 euros, mais avec plusieurs filets de sécurité? Donc, moi, je n'ai pas la réponse. Je ne dis pas c'est mieux l'un ou c'est mieux l'autre, mais je crois que pour certains, ça peut être un moteur de se sentir protégé et de se sentir en confiance. Certaines personnes souhaitent se lancer en tant qu'indépendant, mais la création d'une structure est un frein. Et je rencontre d'autres personnes pour lesquelles, au contraire, l'indépendance, le fait d'être gérant de sa propre structure va être le moteur. Et le portage salarial, même la micro, des fois, ne les intéresse pas du tout parce que le moteur de leur activité va être aussi d'être vraiment à la tête de leur structure. Et pour d'autres, c'est pas du tout le propos. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en présentant ces différents statuts. Il y aura peut-être, je ne sais pas si je suis aux 9 minutes, s'il y a des questions sur le sujet. Ce qui fait la différence, c'est vraiment la création, ensuite la gestion, plus ou moins compliquée, et ensuite la protection sociale. C'est les 3 points sur lesquels j'insisterai. On a pas mal de questions dans le chat sur des questions qui sont très spécifiques. On verra sur J'imagine. l'écran un peu après, sur des exemples très Après, concrets. je suis disponible pour on va avancer échanger un avec petit les peu. personnes. Voilà. Exactement, c'est ce que j'allais dire également. Vous retrouverez l'ensemble des coordonnées de nos 4 intervenants dans les slides. Donc, vous aurez l'occasion de vous adresser directement à tout le monde. Merci en tout cas pour Merci. ces clarifications. Le dernier point qu'on va aborder. Le dernier point qu'on va aborder maintenant, il concerne le business plan avec Émilie Attard, donc de la communauté des entrepreneurs. Quand on a préparé à nouveau cette webconférence ensemble, Émilie, vous m'avez vraiment dressé un portrait du business plan comme un outil absolument indispensable qui reprend un petit peu tous les éléments déterminants sur lesquels on vient bien au niveau du projet, aussi bien au niveau où est-ce qu'on va aller chercher ses clients, le budget qu'on va y consacrer, quel projet, quel type de structure on va monter. Enfin, tout ça fait partie, doit être intégré dans un business plan comme dans un outil et dans un document qui reprend un document principal en fait.
Oui, tout à fait, Mathieu. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Émilie Attard. J'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Je m'excuse par avance, j'ai une petite extinction de voix. J'espère que ça gêne pas trop. Je vais essayer de parler fort. Donc, la communauté des entrepreneurs, on propose des formations et du coaching pour les entrepreneurs. On intervient, bien entendu, aussi bien en amont du projet de création que lorsque l'entreprise est déjà créée et qu'il y a un besoin de développement ou de recadrage de l'activité. Et on est spécialisé justement dans la rédaction de business plan. Donc moi, je suis ravie d'intervenir en toute fin de présentation et je remercie mes collègues intervenants qui ont dit voilà, des choses extrêmement intéressantes et très pertinentes juste avant moi. Le business plan, donc j'ai choisi vraiment de me consacrer à cette œuvre-là, c'est vraiment l'œuvre de l'entrepreneur, va venir rassembler tout ce qui a été dit par mes collègues. Tout simplement parce que le business plan va être l'outil qui va permettre de rassembler toute la stratégie de l'entreprise, toutes les décisions qui ont été prises par l'entrepreneur. Donc, bien évidemment, c'est un outil qui n'est pas du tout figé. Hein. Vous l'avez bien compris et Christophe l'a bien précisé. L'idée, c'est d'aller tester son projet en direct, de voir comment le consommateur se comporte et de prendre des décisions en fonction du ressenti et des attentes du consommateur. Donc, le business plan n'est pas du tout un document figé. C'est un document qu'on va faire évoluer en fonction de son état d'esprit, de l'évolution du marché, bien entendu, et de l'évolution du projet, du produit, de l'offre qu'on va proposer. Donc concrètement, dans un business plan, qui est un document écrit que l'on va pouvoir produire au format PDF, on va pouvoir consigner tout ce qui concerne le fonctionnement global de l'entreprise, c'est-à-dire toute une partie où on va expliquer pourquoi on est la personne idéale pour construire ce projet-là. Et là, je retiens ce qu'a dit Fadila hein, en introduction. Cet état d'esprit d'entrepreneur, on doit le retrouver dans le business plan, c'est-à-dire qu'on doit expliquer tout ce qu'on va apporter, toutes les valeurs qu'on va apporter à son projet, tout ce sur quoi on va devoir progresser pour faire évoluer son entreprise. On va retrouver ces informations-là dans le business plan. On va devoir aussi expliquer quelle est son offre, comment elle va fonctionner. On va devoir expliquer les choix stratégiques qui ont été faits par le futur chef d'entreprise en expliquant voilà, pourquoi j'ai décidé de proposer cette offre, ce produit, pourquoi je vais le commercialiser de telle ou telle façon. Et on va pouvoir justifier de ces choix stratégiques justement parce qu'on aura testé son projet, hein, comme l'a dit Christophe juste avant, on aura testé le projet, on aura fait une étude de marché et dans le business plan, je vais venir expliquer quelle a été cette phase de test et en quoi j'ai décidé de commercialiser mon produit ou mon offre de telle ou telle façon. Je vais expliquer aussi l'organisation générale de mon activité, hein, quels sont les moyens techniques, humains, financiers que je vais mobiliser pour aller au bout de mon projet et surtout pour développer mon activité. Je vais expliquer aussi quel est mon choix d'implantation, alors que j'ai une boutique physique ou que je décide de développer une activité sur le net. L'implantation, elle a son importance. Je peux décider d'offrir un service sur le net qu'à une partie de la population, qu'à une région, qu'à un pays ou au niveau international. Donc, je vais expliquer à ce niveau-là tous les choix stratégiques d'implantation que j'ai décidé d'opérer. Je vais bien entendu expliquer ma stratégie de communication, quels sont les outils que je vais mobiliser pour faire parler de mon produit, comment j'ai décidé de mettre en place des actions qui vont me permettre d'acquérir des clients. Tout ça, je vais devoir l'expliquer et le démontrer dans le business plan. Et puis après, en toute fin, on va retrouver... Oui, Mathieu ? Non, je disais, c'est très intéressant. Ce qu'on a vu aussi quand on a échangé, c'est qu'il y a des business plans. Et alors, ce n'est pas un seul document figé, comme vous le disiez, ça peut être un business plan pour plusieurs personnes. Et donc, on peut adapter ce business plan. Et c'est là-dessus que j'aimerais un peu vous entendre. Parce que pour un néophyte, ça peut être un peu pas très concret. Et alors, justement, on a un document qui est un business plan. Et comment est-ce qu'on l'adapte en fonction de la personne à qui on va le présenter? Alors, par exemple, sur la toute dernière partie du business plan, on va parler des éléments financiers et juridiques. Eh bien, cette partie-là, elle est essentielle et elle est demandée, par exemple, par une banque quand on va aller chercher des fonds pour monter son projet, par un investisseur, par un collaborateur, par un partenaire, peu importe. Cette partie-là du business plan, elle est essentielle pour aller démontrer que le projet qu'on va lancer est rentable, qu'il va dégager un chiffre d'affaires suffisant. Donc, si on doit
présenter un business plan à un investisseur, on va présenter un business plan qui sera orienté, une vision très chiffrée en fait de son projet. Si on doit présenter son business plan à un fournisseur qui demande avant le lancement de l'activité, avant l'accès à son catalogue, de voir comment vous allez fonctionner, ça arrive très souvent. Alors on va faire un business plan qui sera plus orienté sur l'organisation de l'activité, sur la pertinence des choix stratégiques de l'entreprise. Donc finalement, il y a un business plan très complet qui, lui, est à destination de l'entrepreneur. Ça va être sa carte de navigation, sa feuille de route. Et puis après, il va y avoir des versions de business plan à destination d'un collaborateur, d'un partenaire, d'un financeur, d'un investisseur. Et c'est là où on comprend en fait l'intérêt du business plan et on comprend que ce n'est pas du tout un document figé, c'est qu'on va devoir tout le temps le mettre à jour. On a testé un nouveau produit, on a pris certaines décisions, on va modifier sa feuille de route. Donc le business plan, pour répondre à votre question, Mathieu, c'est pas figé, on le fait pour répondre à une demande, on le fait pour convaincre, on le fait pour présenter son projet. Et effectivement, on va avoir plusieurs versions et plusieurs typologies de business plan. Alors, je crois que vous proposez aussi un service d'aide au projet, autre que la rédaction uniquement de business plan. Le point que vous aviez abordé quand on avait préparé cet entretien, c'était sortir de l'isolement de l'entrepreneur. Et donc, le nom de votre structure, c'est la communauté des entrepreneurs. Donc, de proposer une communauté qui permette de s'entraider, donc sur le business plan, évidemment, mais peut-être un petit peu au-delà aussi. Tout à fait. Donc, le terme de la communauté des entrepreneurs, il n'a évidemment pas été choisi au hasard. Ça fait 15 ans que j'accompagne des entrepreneurs et je sais qu'il y a une certaine solitude quand on bascule dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut voir l'entrepreneuriat comme une véritable aventure des temps modernes. Mais quand on est aventurier, on est souvent seul et c'est très compliqué d'entreprendre quand on est seul parce qu'on a plein de questions, on a des périodes de doute. Je sais que les entrepreneurs se demandent souvent comment surmonter certaines crises, comment passer certaines étapes qui sont parfois difficiles quand on doit prendre des décisions. Et la communauté des entrepreneurs, c'est un système de partenaires, d'entrepreneurs qui est là pour répondre en fait aux attentes diverses, variées, ponctuelles d'entrepreneurs qui, tout au long de la construction de leur projet et dans le développement de leur entreprise, vont avoir besoin parfois de formation, parfois de coaching, parfois de contenu spécialement dédié à leur marché et surtout d'avoir accès à d'autres entrepreneurs qui vont venir les soutenir au quotidien dans leur projet. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'il faut sortir de l'idée que l'entrepreneur entreprend seul. Ça n'arrive pas. Un entrepreneur entreprend parce qu'il a un état d'esprit ouvert aux autres, parce qu'il a compris qu'il faut être curieux, parce qu'il a compris qu'il faut échanger. Et au sein de la communauté des entrepreneurs, notre objectif, c'est de pouvoir laisser une place à chaque entrepreneur pour qu'il puisse exprimer ses doutes, ses réussites aussi, c'est plutôt agréable, partager ses bonnes pratiques et puis pouvoir, comme ça, échanger et recevoir de l'information pertinente. Merci beaucoup pour ce point. Ça conclut un petit peu cette partie-là du webinaire. On va maintenant essayer de répondre à toutes les questions qu'on a dans le chat. Il y en a beaucoup, donc c'est une bonne nouvelle. On va essayer d'en sélectionner ensemble quelques-unes. Première question, conseillez-vous de se lancer à temps plein dans un projet entrepreneurial ou si possible de garder une activité partielle pour assurer ses arrières? Donc là, on est un petit peu dans la partie effectivement mindset peut-être, ou je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à cette question, Christophe ou Fadila? Alors, Christophe, vous êtes en mute toujours? Deuxième fois? Que j'active. Moi, je dirais, au niveau du mindset, quand on crée réellement son entreprise et qu'on a vraiment toutes les aptitudes et le mental, l'état d'esprit pour ouvrir pour son entreprise, oui, il faut sauter le pas et y croire et le faire. Donc, être dans une phase d'entre-deux, ça permet de sécuriser, de temporiser, mais il faut sauter le cap. Donc, je veux dire, quand on crée, par exemple, je rebondis sur ce qu'a dit Émilie, le fait effectivement d'être bien armé
avec en préambule des bons coachs ou des bons organismes de formation, d'avoir établi au préalable effectivement un bon plan de business, d'avoir une bonne banque, etc., etc. Eh bien, en fait, en définitive, il faut y aller, il faut sauter le pas. D'être dans l'entre-deux, j'y crois pas trop. Hein. Donc, Alors, peut-être, Christophe, voilà. je ne sais pas si vous avez un avis différent sur le fait de faire des micro-testings, comme vous le disiez. Est-ce que, du coup, est-ce que vous avez un avis différent ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec Fadila? Alors, dans le détail, on sera sûrement d'accord. Alors, d'abord, souvent, les gens n'ont pas forcément le choix. Si vous vous retrouvez dans une période de transition professionnelle, que vous êtes à Pôle emploi, clairement, c'est le moment, allez-y. C'est quand même très simple et très sécurisé de créer une entreprise dans ce cas-là. Et puis, selon l'activité que vous voulez construire, il y a des activités qui ne peuvent pas se faire à plein temps, à mi-temps, parce qu'il y a besoin d'y passer du temps, il y a besoin de construire quelque chose. Donc voilà, la réponse à la question est souvent un petit peu amenée par l'activité qu'on veut construire. Dans tous les autres cas, si vous avez la possibilité, parce que l'activité le permet et que vous y êtes, si vous avez la possibilité de tester votre marché avant de vous lancer les yeux fermés, allez-y. Nous, on a vu plein, et on accompagne plein de gens qu'on voit tous les jours en atelier et qu'on aide. On a vu plein de gens qui continuent leur activité, qui développent leur nouvelle activité en parallèle et qui progressivement vont sortir de leur job de manière parfaitement sécurisée en ayant testé leur marché, en sachant qui étaient leurs clients et quelles sont leurs perspectives de vente parce qu'ils l'ont mesuré en vrai et qu'ils le font en vrai. Il y a vraiment la possibilité de le faire dans beaucoup d'activités. Et c'est quand même plutôt sécurisé. N'empêche quand même, le fond de l'attitude d'un entrepreneur, alors elle n'est pas de moi celle-là, mais je l'aime beaucoup. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui saute et qui fabrique son parachute dans la descente. Il y a quand même un moment où il faut faire un acte de foi, quoi. Il y a quand même un moment où il faut faire un acte de foi, et il y a un moment où il faut comprendre que le chemin ne sera pas celui qu'on avait prévu, et il faut qu'on soit prêt à s'adapter. Et c'est pas parce qu'on n'a pas tout prévu et qu'on n'a pas tout balisé, qu'on n'est pas sûr de l'avenir qu'il faut pas y aller. C'est surtout parce qu'on est capable de faire évoluer les choses. Et pour ça, évidemment, il faut être formé, il faut être accompagné. Et si on est formé, accompagné et qu'on est déterminé, ça peut le faire. De toute façon, ça ne se passera pas comme prévu. Mais ça va bien se passer. On a une question connexe à ça, peut-être pour Monsieur Bernard Martinez, c'est est-ce qu'on peut démarrer en micro-entreprise et avoir une activité salariée en parallèle? Vous êtes en mute également, Bernard. Voilà. Oui, je peux répondre déjà Oui. sur un plan juridique. Sur un plan juridique, vous pouvez être salarié et créer votre micro-entreprise. Vous pouvez être salarié et créer votre société. Il n'y a pas de souci, j'allais dire, juridique. Le seul élément, c'est vérifier quand même votre contrat de travail et voir vos accords avec votre employeur. On peut avoir une micro-entreprise, faire du portage salarial. On peut avoir une SASU et on ne peut pas avoir une société en même temps et une micro-entreprise. Ça, c'est pas possible. Donc, si ça rejoint la question précédente, oui, on peut avoir la double activité. Juste pour compléter, ça dépend de votre activité, mais effectivement, si vous voulez vraiment devenir à plein temps entrepreneur, que ce soit de passer à 10%, 50% ou à 100%, il y aura des caps à franchir, il y aura des moments où il faudra se jeter, effectivement, à l'eau. On a beaucoup de questions aussi sur le business plan, la taille que doit faire un business plan, le nombre de parties qui doivent être intégrées dans un business plan. Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne recommandation à donner de façon très générale, parce que j'imagine que ça change beaucoup d'un projet à l'autre, mais voilà, de façon globale comme ça. Alors oui, effectivement, il y a quand même une trame plus ou moins généraliste quand on doit monter son business plan avec 8 grandes parties qui sont essentielles, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. En termes de nombre de pages sur un projet qui n'est pas complexe, c'est-à-dire qui n'est pas multisite avec la mise en place, par exemple, d'un gros site de production, on est sur une moyenne de 30 voire 40 pages maximum en dehors des annexes pour un business plan qui est complet. Je crois qu'il y avait d'autres questions par rapport au business plan. Oui, des questions effectivement sur comment bien le préparer. Bon, je pense qu'on y a. Ouais. Alors, juste un conseil à donner quand on veut démarrer son business plan. En fait, il faut le démarrer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se demander qu'est-ce que je dois mettre dedans,
combien de parties, combien de pages, est-ce que c'est du A4, peu importe. Commencez à rédiger. En fait, l'idée, c'est un peu comme l'a dit Christophe, c'est qu'il faut pas se poser trop de questions. Il faut y aller. Si je veux rédiger un business plan, j'y vais, je commence à écrire. La première partie, c'est l'executive summary, c'est-à-dire on va faire un paragraphe qui va expliquer en quelques lignes ce qu'on va faire comme entreprise, comment elle va fonctionner. Donc, commencez par ça. Je prends un papier, un stylo, ou je me mets sur mon ordinateur et je commence à rédiger. Et puis après, si les difficultés viennent, bien évidemment, comme on l'a dit, il faut être accompagné parce qu'il y a certaines techniques à avoir sur le business plan. Il y a des éléments à mettre qui sont indispensables, surtout quand on va aller chercher des financements. Mais voilà, il faut y aller, il faut se lancer, il faut arrêter de se demander si on doit y aller, il faut se lancer. Alors, une question, alors là, très générale, parce je pense qu'elle est centrale pour beaucoup de personnes qui sont avec nous aujourd'hui, mais c'est compliqué d'y répondre. Au bout de combien de temps en moyenne un auto-entrepreneur, qui soit en portage, peu importe la structure, arrive à se rémunérer? Alors, c'est une question très délicate. Oui, alors peut-être juste par rapport au business plan et cette question-là. Le business plan et la partie financière du business plan permet de calculer en fait. Alors c'est pas une science exacte, hein, c'est pas une science exacte. Je vais pas donner la date précise et l'heure précise du début de rémunération, mais la partie financière, quand on travaille la partie financière du business plan, on est en capacité de calculer en fonction d'études de marché, de bien d'autres éléments, le seuil de rentabilité, le moment à partir duquel on va commencer à être rentable et éventuellement se rémunérer. Donc c'est une histoire de calcul, une histoire d'études de marché. Mais bien entendu, ce n'est pas une science exacte, hein, voilà. Mais en tout cas, on peut déterminer à partir de quand on peut avoir un début de rémunération. Il doit se calculer en tout cas, ouais. Quelqu'un d'autre qui va intervenir sur ce point-là? Oui, je peux essayer. Ça dépend beaucoup, encore une fois, de l'activité. Moi, je suis un marketeur, hein, j'adapte l'offre au marché. Donc, évidemment, il n'y a pas de réponse générale. Il y a des réponses qui dépendent des marchés. Mais on a vu des gens qui sont des consultants ou des promotions libérales qui démarrent, qui ont des clients tout de suite, qui les facturent tout de suite, qui payent tout de suite et qui peuvent se rémunérer tout de suite. Donc, moi, j'ai en tête des gens qui se sont rémunérés au deuxième ou au troisième mois. Et puis, on a vu des entreprises qui démarrent avec de gros investissements, avec des choses à fabriquer, avec des machines à acheter, avec des lieux à construire, des commerçants, par exemple, qui doivent créer le magasin, équiper le magasin, stocker les produits. C'est beaucoup plus long. Et puis, pour le coup, pour atteindre un seuil de rentabilité et dégager la trésorerie nécessaire à se payer, ça peut être beaucoup plus long. Donc, c'est évidemment, le business plan va permettre de modéliser ça, en fait. Et ça va dépendre beaucoup de l'activité. Mais la réponse pragmatique, en fait, de ce qu'on voit, c'est que les gens mettent dans le business plan le fait qu'ils se payent au moment où Pôle emploi les accompagne plus. Et on va construire souvent l'activité, et notamment les recherches de cash et les discussions avec les banques, avec cette idée-là, en fait. Si vous démarrez en disant j'ai 2 ans devant moi parce que Pôle emploi m'accompagne pendant 2 ans, et bien souvent les gens qui ont 2 ans de Pôle emploi devant eux vont se rémunérer au bout de 2 ans parce que ça leur fait un apport, ça leur fait, pardon, une dépense en moins. Et puis cette dépense en moins qui est couverte par Pôle emploi et qui leur évite de sortir un salaire de leur entreprise, ça va leur permettre d'investir dans d'autres trucs, dans d'autres choses. Et du coup, voilà, ce que je veux dire, c'est que la réponse à la question, c'est pas voilà en combien de temps vous pouvez vous payer. La réponse, c'est souvent vous qui décidez et vous construisez un business plan autour de ça. Alors, justement, le business plan permet effectivement de cartographier un petit peu là où on souhaite aller. On a pas mal de questions aussi dans le chat, alors peut-être pour Fadila, sur le mindset quand ça se passe pas bien, en fait. Quand on a un petit problème, que toute la réalisation de son business plan n'est peut-être pas réalisée, enfin, ne va pas aussi bien qu'on le souhaite. Comment se remotiver? Quelles sont les techniques ou les outils, ou comment faire pour appréhender les moments où ça ne marche pas aussi bien qu'on l'aurait souhaité? Oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez. J'entends très bien. Donc effectivement, j'ai relevé ces 2 points de questionnement sur une demande de conseil pour remobiliser, pour rester focusé sur le mindset, hein, quand on est dans une phase, voilà, on n'est pas au top
on n'est pas au top cérébralement, mais également c'est quoi la recette magique pour cultiver, continuer à forger et fortifier son mindset d'entrepreneur. Alors moi, je vais déjà bien rationaliser les choses. Donc la première des choses pour conserver du self-control et cultiver, forger son mindset, c'est finalement rester pragmatique sur ses objectifs. Refaire un point finalement sur ses objectifs, sa feuille de route, son plan d'action, son business plan. Est-ce que son business plan, sa feuille de route, on n'a pas finalement surévalué? Est-ce qu'on n'a pas prévu des objectifs trop ambitieux, irréalisables? Voilà. Donc déjà, il faut trouver une concordance entre ce que je peux faire, ce que je peux réaliser en ayant un bon mindset et le fait de réviser sa feuille de route. Ensuite, je pense, comme j'en avais parlé dans ma prise de parole par rapport au bilan de compétences, donc là, j'en parle plus, mais dans le bilan de compétences, il y a quand même 3 séances où on va travailler l'estime, la confiance en soi. Et c'est crucial. Pour réussir son projet d'entrepreneuriat, c'est très important d'investir sur soi-même, de prendre du temps à développer, à travailler sur une meilleure connaissance de soi, de ses atouts, ce que j'avais dit, ses forces, mais aussi tout ce qu'on doit travailler pour affronter le marché du mieux possible, être armé. Et donc, la confiance en soi, donc, c'est vraiment un entraînement. Hein. C'est un muscle, hein, il faut l'habituer, il faut l'entraîner, il faut surtout la cultiver, d'accord? Et puis, il faut la chouchouter, il faut la choyer. Au niveau de la recette magique aussi, ce que je peux vous donner également comme conseil, c'est de rester concentré. Rester concentré avec effectivement beaucoup de self-control et beaucoup de positivité. On sait que dans la confiance en soi, finalement, quand on n'a pas trop confiance en soi, on a une espèce de fragilité émotionnelle. Eh bien, il faut la travailler. Donc, pour la travailler, il faut déjà se mettre en posture de positivité. Voilà. Donc, savoir travailler sa positivité, savoir canaliser ses émotions. Alors ça, bien évidemment, si on a du mal, on peut se faire aider. Il y a des exercices, il y a des organismes. Voilà, voilà, c'est aussi une formation à part. Hein. On voit qu'il y a des méthodologies, il y a des techniques pour Bien sûr. arriver à ça. Et J'ai une question. Alors, on va passer, je suis désolé, sur un sujet, une autre question qu'on va prendre pour le chat, peut-être pour Bernard Massiès. On a beaucoup de questions sur la typologie d'entreprise, alors avec beaucoup d'exemples dans le chat, donc on ne va pas reprendre tous les exemples, mais je pense que quelle est la typologie d'entreprise qui font appel au partage? Quels sont les types de services ou les types de structures que font ces entrepreneurs, en fait, qui font le choix du partage? On a beaucoup de questions dans le chat avec des exemples concrets d'activités ou de projets de vie, mais j'aimerais vous entendre sur le portage rapidement. Quels sont le type d'entreprises que vous accompagnez, qui font le choix du portage et pourquoi c'est adapté à ces personnes-là, à ces projets-là? D'accord, merci. Alors, le portage est assez. Il y a une éligibilité, la faisabilité, c'est avant tout de la prestation intellectuelle. Donc, dès qu'il va y avoir du négoce, vente de produits, on ne pourra plus faire de portage salarial. Et c'est une prestation intellectuelle qui s'adresse à des entreprises, c'est-à-dire à du B2B, pas à des consommateurs particuliers. Donc ça, déjà, ça limite effectivement le champ d'action, mais ça représente chez les freelances une grande partie d'entre eux. Donc, éligibilité au portage salarial, et après on peut échanger pour en savoir plus. C'est prestations intellectuelles, c'est du consulting, du conseil. Après, sur tous les domaines, ça peut être RH, juridique, comptable, commercial, ingénierie, etc. Et aussi, je n'ai pas eu le temps de parler des CAE, qui sont les coopératives d'activité d'emploi. Et ça me semble intéressant pour être accompagné, tout en utilisant le fait que l'on ne va pas facturer encore. Vous lancez votre entreprise ou votre projet pendant 2-3 ans, et là, c'est la coopérativité d'activité d'emploi, la CAE, qui va facturer pour vous. Ce qui permet de tester 3 ans, c'est pas mal, hein. Ces 3 ans, c'est en fait la montée en puissance, et ça permet effectivement dans ces coopératives de tester votre projet, de voir s'il y a une progression du chiffre, mais sans avoir à vous lancer dans l'impact d'un statut juridique fort comme la création d'une société. Voilà, je referme la parenthèse, Mathieu.
Un autre argument qu'on nous donne dans le chat également sur le portage salarial, c'est que ce serait le seul statut qui offre une protection aux salariés, exemple, pardon, en cas d'arrêt de travail avec le chômage. Oui, absolument. C'est le seul statut dans lequel vous avez une position d'indépendant, c'est-à-dire que c'est vous qui apportez l'émission, c'est vous qui développez votre chiffre d'affaires, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez travailler 6 mois par an ou 365 jours sur 365, vous êtes libre, mais c'est le seul qui continue à conserver le statut de protection du chômage. Vous avez ensuite le statut qui est un petit peu plus protecteur, qui est celui du gérant assimilé salarié de la SAS ou de la SASU. Celui-ci, il sera assimilé salarié. Alors, ça veut dire qu'il va avoir cotisation pour sa retraite, s'il a déjà un passé de salarié. Il va avoir une prévoyance maladie. En revanche, il n'y aura pas le chômage. Tous les autres statuts sont des statuts anciennement assimilés au RSI, c'est-à-dire vraiment l'indépendant, pour le coup, pour reprendre l'image de Christophe, sans parachute. Justement, Christophe, on a aussi beaucoup de questions sur de gens qui se posent des questions sur le test de son marché, comment le réaliser, comment on l'a développé un petit peu tout à l'heure, mais si on doit en reparler un petit peu, comment bien tester son marché rapidement, on l'a dit tout à l'heure, avec des outils très divers sur le web. Oui, en fait, alors juste pardon pour compléter l'intervention précédente, il existe Oui. des caisses de chômage privées qui sont souvent choisies par les présidents de SAS pour compléter effectivement. Comment on teste le marché? Alors d'abord, ça dépend un petit peu du marché, mais je voudrais pas m'abriter derrière un ça dépend parce que c'est trop facile. Mais je vais vous donner un exemple concret. Imaginez que vous inventez un produit, par exemple un produit pour l'entretien des barbes. Parce que voilà. Imaginez que vous inventez un produit et vous avez besoin de savoir si le produit va se vendre ou pas. Et ben, construire un petit site web de démonstration du produit, ça va vous coûter à peu près 10 euros, avec les bonnes compétences bien sûr. Faire une bonne vidéo de présentation, ça va vous coûter rien parce que vous avez un smartphone et que vous avez des applications qui permettent de le monter. Et avec un peu de talent, avec un peu d'aide, donc notamment des formateurs, des coachs, vous allez pouvoir le faire. Et puis ensuite, vous allez faire une campagne de promotion sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook. Et c'est la même chose, hein. La campagne de prospection Instagram et Facebook, c'est la même chose. C'est le même outil pour faire les deux. Et là, ce serait déraisonnable de mettre plus de 10 euros par jour. Donc ça veut dire que en vrai, hein, et on le fait tous les jours avec des gens en groupe, en live, en vrai, pour tester une idée comme ça, et ben ça va vous coûter, mettons pour faire simple, 100 euros pour un test d'une semaine, ce qui va vous permettre eh ben, d'avoir les premiers retours, d'avoir des commentaires de clients, d'avoir éventuellement des précommandes, parce qu'évidemment, tant que vous n'avez pas le produit, vous n'allez pas le vendre, mais vous pouvez ouvrir une campagne de précommande, et vous allez collecter comme ça des précommandes, des commentaires, vous allez collecter des données qui vont vous permettre de savoir quel est le segment de la population qui réagit le mieux. Est-ce que votre segment, c'est plutôt, par exemple, les hommes de 30 à 50 ans ou les femmes qui offrent des cadeaux aux hommes qui ont de la barbe. Et tout ça, ce sont des questions auxquelles on peut répondre, alors évidemment de manière partielle, mais de manière très utile quand même, avec une centaine d'euros dépensés sur un test d'une semaine. Alors, je vous donne cet exemple-là pour un produit particulier dans le domaine du B2C, c'est-à-dire en vente aux particuliers. On a les mêmes logiques de test avec d'autres outils pour d'autres types de produits, de services, d'idées, de convictions qu'on va tester pour les entreprises ou pour les particuliers, quel que soit le secteur. Il y a plein d'idées, il y a plein d'exemples, et ça dépend de votre produit et de votre marché. Le marketing, c'est ça, ça dépend de votre produit et de votre marché. Mais globalement, avec une centaine d'euros sur une semaine, vous faites un test qui a vraiment du sens et qui va vous permettre de collecter plein de données. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Ça va peut-être clôturer un petit peu ce webinaire. Avant qu'on se quitte, j'aimerais tous vous donner la parole une fois pour vous demander, alors, en une phrase, vraiment, le conseil que vous donneriez, ou que vous donnez même, aux personnes que vous accompagnez, et vraiment en une phrase, le conseil ultime que vous voudriez donner aux gens qui sont avec nous en ce moment. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Fadila, peut-être? Je n'entends pas.
Alors, on va partir par Émilie. On reviendra à vous, Fabien, après. Émilie, Oui, ça marche. un conseil, la phrase ou le conseil que vous donnez à l'entrepreneur qui passe la porte de votre bureau en une phrase? Ouais, bah, ne pas rester seul et se lancer. Y aller, arrêter de réfléchir, ne pas réfléchir trop et puis commencer, démarrer le projet. Bernard? Eh bien, effectivement, dans la même lignée, pour moi, le chemin se fait en cheminant, tout simplement. Christophe? Alors moi, je dirais deux choses. Pardon, je m'entends beaucoup. Moi, je dirais deux choses. D'abord, travaillez votre pourquoi, parce que ça va toujours être compliqué. Il y a des fois où ça va être compliqué. Il va falloir vous demander pourquoi vous faites ça. Vous avez une bonne raison. Vous voulez passer plus de temps avec vos enfants, vous voulez plus d'argent, plus d'indépendance, plus de... Voilà, ça, c'est votre raison principale, c'est votre pourquoi. Et c'est ça qui vous permettra de réalimenter votre batterie quand elle sera un peu à plat. Et la deuxième chose, soyez bien accompagnés. Et nous, on fait ça. On accompagne des Ouais. entrepreneurs. Donc, soyez bien accompagnés. Fadila? En mute. On ne vous entend pas. Très bien. Non, je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Écoutez, merci à tous les quatre. Ah, peut-être maintenant, ça y est, Ça oui. fonctionne, ça fonctionne. Allez-y, Alors, je le Fadila. dis Juste une rapidement, phrase. mon micro fait des siennes. Ne faites pas d'économie sur vous et vos compétences. Investissez sur votre carrière et faites-vous bien accompagner. Voilà mes mots-clés pour terminer cette conférence. Je pense que l'accompagnement, ce sera vraiment un Voilà. sujet central pour nous quatre. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. L'intégralité de cette présentation, elle est disponible donc, dans l'espace Webikeo. Vous avez tous les contacts de nos quatre intervenants si vous souhaitez revenir vers eux et profiter de leur expérience et de leurs compétences. On a eu des demandes dans ce sens dans le chat, donc évidemment, on transmettra toutes ces coordonnées. Je vous remercie. Vous retrouverez sur la chaîne Webikeo, il y a d'autres informations liées à d'autres vidéos liées à la formation. N'hésitez pas à consulter tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et merci à tous.